Bonjour à tous. Si je suis ici, c'est pour vous parler en fait de React Storybook et mon workflow que j'ai avec cet outil. Mais avant ça, je vais me présenter brièvement. Donc moi, c'est Marie, je travaille chez Algolia. Algolia, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une startup qui fournit un service SaaS, c'est-à-dire une API de recherche. Le plus simple, c'est que si vous avez déjà été sur les docs de React, React Native, si vous avez déjà cherché des packages Yarn, en gros, c'est nous derrière. Et moi, je fais partie de l'équipe qui s'occupe de construire les librairies front-end open source au-dessus de notre API, et notamment pour pouvoir créer ce genre d'interface. Mais si je suis ici, c'est pour vous parler du coup de React Storybook que j'utilise quotidiennement en ce moment. Comme vous devez déjà le savoir, un composant, ça se base sur plusieurs états. Cet état peut venir des props ou de son état interne. Et si je prends ce composant assez simple de pagination, on s'aperçoit en fait qu'il y a pas mal de props. Donc il y a les props qui vont décider si vous allez afficher certains boutons ou non, par exemple le bouton Show First ou Show Last. Et puis il y a les props qui vont se concentrer sur les résultats en eux-mêmes, c'est-à-dire à quelle page je suis, donc la current page, le nombre total de résultats disponibles et le nombre de pages que je veux afficher. Et ce qu'on se rend compte, c'est que en fonction de la combinaison de ces props, eh bien, on va s'attendre à un affichage différent. C'est-à-dire que si je suis sur la page numéro 1, la première page, je vais vouloir désactiver le bouton Show First, Show Previews. Et de la même façon, si je suis sur la dernière page, je vais vouloir désactiver du coup les boutons Show Last et Show Next. Donc ça veut dire qu'en fonction de la combinaison des props de notre composant, on va avoir un affichage qui est différent. Et si on doit designer en fait ce composant au milieu d'une application complexe, ça peut s'avérer difficile puisqu'à chaque fois, il faut être dans le bon sous-état. Donc ça, c'était le premier problème. Mais il y a un autre souci, c'est qu'une fois qu'on a développé nos composants, comment on s'assure que dans 6 mois, on saura toujours à quoi servait cette props? Et surtout, les gens qui vont joindre le projet, comment on s'assure que eux comprennent rapidement de quoi le composant, de quoi il est question avec ce composant? De la même façon, s'ils doivent découvrir tous vos composants au milieu de votre application, ce n'est pas forcément ce qui est de plus simple, ni de plus plaisant. Donc c'est là qu'intervient React Storybook. Alors, React Storybook, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va vous fournir en fait un environnement isolé dans lequel vous allez pouvoir rapidement développer et itérer sur vos composants d'interface. Le but, c'est que personne ne perde en efficacité, puisqu'il y a évidemment toujours le hot reloading. Alors cet outil, il a été réalisé en début de l'année 2016 par en fait, les gens de la société qui s'appelait Kadira. Et aujourd'hui, le projet a plus de 10 000 stars sur GitHub. Grosso modo, React, aujourd'hui, je vais dire que c'est mon framework web préféré. Et la raison pour ça, c'est surtout pour tous ces outils en fait, qui font qu'il y a une sorte d'écosystème développeur-friendly avec React. Et pour moi, React Storybook, ça fait partie de ces outils-là. Alors, durant cette présentation, mon but, c'est de vous montrer que l'outil ne s'utilisera pas que pour le développement et le design des composants, mais aussi à toutes les étapes en fait, de votre job courant de développeur, donc c'est-à-dire aussi la documentation quand il s'agit de débugger et les discussions. Mais avant ça, pour démarrer avec React Storybook, c'est super simple. Si vous avez déjà une application React, vous utilisez getStorybook, une ligne de commande, et ça y est, vous pouvez démarrer. Ce que vous obtenez, c'est cette interface. Alors c'est un petit peu, la résolution n'est pas terrible, mais en gros, c'est séparé en 3 parties. Le menu de gauche, ça va être la liste de vos stories, où vous allez retrouver en fait votre type de story, donc plus ou moins votre composant. Et ensuite, les différentes stories, donc ça représente chacun des sous-états de ce composant que vous voulez montrer. En bas, vous allez retrouver ce petit espace qui va vous permettre d'ajouter en fait pas mal d'add-ons. Et l'espace le plus important, là où les composants sont rendus. Mais je pense que j'ai assez parlé et je vais vous faire du coup une petite démo. Alors, je reprends ici le composant de pagination dont je parlais tout à l'heure. Et grosso modo, en fait, vous voyez, c'est assez simple. J'ai juste déclaré une story de type pagination et j'ai rajouté ma première story, qui est le composant pagination avec la première page sélectionnée. Donc là, si je fais une modification sur mon code JS,
Alors, du coup, je suis plus du tout au bon endroit, mais c'est pas grave. Hop. Mettons que je supprime ce bouton, donc le bouton Show Previous. Vous allez voir qu'avec le hot reloading, du coup, le bouton va disparaître, ce que vous venez de voir. De la même façon, si je modifie mon style CSS, que je me dis que finalement la couleur ne me plaît plus, le bleu, là je vais mettre du rouge à la place, pareil, voilà. Donc grâce au hot reloading, les modifications apparaissent rapidement. Donc vous pouvez aisément deviner ce que ça peut vous apporter en termes de développement. Mais ça, c'est juste le début, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. La première chose qu'on peut faire, en plus, avec React Storybook, c'est expliciter nos actions, donc expliciter le comportement de nos composants. Ici, sur mon composant pagination, j'ai une fonction onClick, qui ici est undefined, mais ce que je peux dire, c'est que c'est finalement une action, qui s'appellera onClick. Et maintenant, si je clique quelque part sur mon composant pagination, par exemple sur la page 2, vous pouvez voir que l'action est loguée et que vous avez accès au payload. Donc là, 2 parce que c'est page 2, 3, etc., etc. Donc si vous déclarez vos actions sur vos composants, les personnes qui arrivent sur le storybook, en jouant avec, peuvent du coup les découvrir. Donc première chose, expliciter le comportement des composants. On peut aller encore plus loin que ça, on peut aussi exposer les props, de manière à ce que du coup les gens puissent interagir avec les props directement depuis l'interface. Donc ici, si je veux exposer par exemple la page courante, ce que je peux dire, c'est que ici c'est un nombre, qui est donc la current page, qui a une valeur par défaut de 1. Et là, vous allez voir dans un autre panel qui s'appelle le nose panel, vous allez voir que cette props maintenant est exposée et que si je la change, évidemment en temps réel, il re-rend le composant avec les nouvelles props. Et donc ça, c'est super parce que du coup, tout ce qui est finalement comportement ou à quoi a été, pourquoi a été fait cette props, vous pouvez aisément le savoir juste en manipulant en fait, le composant via l'interface du Storybook. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter de la documentation automatiquement générée. Donc pour ça, je vais rajouter une autre story. Donc une story avec le composant pagination à la dernière page. Donc comme vous venez de voir, elle vient d'apparaître. Au lieu d'utiliser la fonction add, je vais utiliser la fonction add with info. Et ça me permet en gros de rajouter manuellement une description. Donc si on va sur notre nouvelle story, on peut voir qu'il y a un point d'interrogation qui est apparu en haut à droite. Et si je clique dessus, je retrouve ma description manuelle, soit. Mais du coup aussi les sources, donc la déclaration du composant en lui-même, et toutes les props qui ont été affichées pour moi automatiquement. Donc ça permet d'avoir rapidement un peu de documentation automatiquement générée. Et enfin, la dernière chose que je vais vous montrer sur cette démo, c'est que vous pouvez lier les stories entre elles, afin de montrer les interactions entre les différents sous-états, par exemple. Donc pour faire ça, on va reprendre notre méthode onClick, et on va dire, finalement, je vais la lier à la story du dessous. Donc ici, je vais utiliser la fonction linkTo, et je vais dire, tu vas me linker la première story à la story pagination, last page selected. Et donc maintenant, si je reviens sur ma première story, que je clique quelque part, il me redirige vers la deuxième story. Donc là, c'est un exemple très basique. Évidemment, on peut faire des choses plus complexes basées sur les paramètres d'entrée. Mais voilà, ça vous montre que vous pouvez lier deux stories entre elles pour montrer les interactions. Alors, développer en nivellation ces composants, ça a un intérêt très important parce qu'en fait, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de penser API first. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent envie, de faire des composants génériques réutilisables. Mais quand on les développe au milieu de son application, on peut parfois être tenté de ne pas les faire si génériques que ça. Et donc le fait d'être dans un environnement complètement isolé du reste vous force, du coup, à penser généricité et voilà, API first. Donc, on a développé nos composants, on a toute notre liste de stories, et ce qu'on a créé, en fait, c'est une documentation vivante. Donc, pourquoi on appelle ça documentation vivante? Parce que c'est basé sur du code qui est exécuté et qui va suivre, en fait, les évolutions de votre librairie. Contrairement à des codes samples statiques qui, eux, ont tendance à ne pas être mis à jour et, voilà, et à ne plus être à jour, tout simplement. React Storybook, c'est une super documentation depuis l'extérieur. C'est-à-dire que ça permet aux gens d'arriver sur le Storybook et de découvrir les styles et les comportements de vos composants. Mais du coup, c'est aussi une super documentation de l'intérieur, parce que
Une fois qu'on a trouvé un composant qui nous intéresse, si on veut savoir comment l'utiliser, eh bien, il suffit d'aller regarder le source code de la story et vous avez la déclaration du composant. Mais le mieux, c'est que je vous montre du coup des vrais exemples. Alors je vais faire un peu ce que je peux avec la résolution. Des exemples réels. Parce qu'il y a un intérêt avec React Storybook, c'est que vous pouvez du coup le builder statiquement et donc le déployer quelque part, donc sur un intranet ou un internet comme vous voulez, mais du coup vous pouvez le mettre à disposition de tout le monde. Et par exemple, c'est ce que fait Airbnb. Donc ça c'est le projet React Dates, donc un date picker. Et vous voyez ici, ils ont un lien qui redirige vers leur storybook. Et donc là, vous n'avez même pas encore utilisé la librairie. Vous pouvez vous balader sur le storybook et vous pouvez voir si déjà le composant il peut fitter par rapport à vos attentes. Donc là, on voit bien que je peux regarder à quoi ressemble le date picker de Airbnb, je peux voir, voilà, etc., etc. Deuxième exemple, ce qu'on fait, nous, du coup, sur notre projet React chez Algolia. React Storybook, c'est devenu vraiment une partie intégrante de notre documentation. Donc ici, c'est encore notre exemple de pagination. Et vous pouvez voir qu'il y a un bouton, voilà, vous pouvez voir l'exemple en réel. Et donc ça vous redirige vers notre storybook. Il est un peu particulier parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire avec ce storybook-là, c'est vraiment de le montrer dans le contexte de search. Comme je disais, on est une API de search, donc on fournit de la search. Et donc l'intérêt de ces widgets, c'est qu'ils agissent sur la search, et la search que vous faites interagit sur les widgets. Donc le but, c'était de montrer à nos utilisateurs l'impact des widgets sur la recherche. C'est pour ça que vous avez ce petit carré. Et en fait, ça vous montre que finalement, Storybook, c'est super flexible. Selon votre contexte, vos besoins, etc., vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà. Donc là, si je vous fais une démo, c'est simple. Si je recherche ça, vous voyez, on voit que le composant pagination réagit, et de la même façon, je peux naviguer avec le composant pagination, et on voit l'effet sur la search. La deuxième chose un petit peu particulière qu'on a fait avec ce storybook, c'est qu'on a une sorte de story spéciale qui s'appelle le playground. Et donc là, le but, c'est d'exposer vraiment toutes les props du composant. De cette manière, nos utilisateurs peuvent tester directement l'effet des props. Par exemple, ici, page padding, ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Donc, je peux tout simplement modifier ces props-là et voir directement le rendu du composant si je modifie du coup les props. Donc, encore une fois, voilà, c'est vraiment assez puissante, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire en fonction, encore une fois, de vos propres besoins. Alors, je disais que c'était une documentation vivante et que du coup, c'était basé sur du code. Et le code, ça peut casser. Alors du coup, comment on s'assure que finalement notre documentation ne casse pas? Parce que ça serait un peu gênant de déployer quelque chose qui, du coup, ne fonctionne plus. Eh bien, comme partout, le truc, c'est qu'il faut ajouter des tests. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut tester ces composants. Pour ceux qui le font vraiment, ce que vous avez, c'est du coup un fichier test avec des déclarations de composants et des assertions dessus. Maintenant, vous avez aussi du coup votre storybook, qui a aussi des déclarations de composants, potentiellement des duplications, puisque potentiellement ça va être les mêmes. Donc, pourquoi pas, finalement, directement tester nos stories qu'on vient d'écrire dans le storybook. Alors, avec Storybook, vous avez deux options qui se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent. La première, c'est une librairie qui s'appelle StoryShot. Et donc, l'idée de cette librairie, c'est d'utiliser en fait le snapshot testing qui a été introduit par Jest et qui consiste à faire des images du markup HTML pour ensuite, quand on développe, grosso modo, voir s'il y a eu des changements ou pas. Et ça, gratuitement, vu que vous avez développé vos stories, vous mettez cette librairie et vous avez snapshoté du coup tous vos composants. Donc c'est super. C'est une super couche de régression, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vérifier à la fin de vos développements si vous n'avez pas de changement non voulu au niveau du markup. Par contre, pour moi, ce n'était pas assez. D'une, parce qu'en fait, le snapshot testing, c'est plutôt statique et ça ne se marie pas vraiment bien avec les actions, mais surtout parce que quand on écrit un test en tant que développeur, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on veut expliciter une règle, quelque chose, et cette intention avec le snapshot testing, elle n'est pas là. Et donc, l'intérêt d'expliciter du coup les règles métiers en testant, c'est que finalement, vos tests peuvent devenir les spécifications de votre appli. C'est-à-dire que si vous soignez suffisamment vos tests, en lisant vos tests, vous êtes capable du coup de comprendre les règles métiers de votre appli. Ce qui peut être compliqué si vous lisez directement du code de prod, puisque par définition, le code de prod est beaucoup plus abstrait.
Et donc, l'année dernière, je faisais une présentation sur les tests des applications React Redux, et j'ai eu cette idée, évidemment, quand j'ai découvert Storybook, de tester mes stories. Et à l'époque, ce que je disais, c'est c'est simple, vous prenez vos stories, vous les importez dans vos fichiers de test, et vous testez directement vos stories. Et là, ce qu'on me disait, c'est oui, c'est simple, c'est cool, mais ce serait quand même mieux si on pouvait du coup avoir directement les résultats de nos tests dans notre Storybook. Et c'est pour ça que du coup j'ai créé le Specification Add-on, qui est donc un add-on pour Storybook, qui permet d'expliciter le comportement des composants directement avec les résultats affichés au niveau du Storybook. Donc pareil, je vais faire du coup une petite démo. Alors, pour rajouter StoryShot, c'est assez simple. Il y a juste en fait un fichier de test à créer et 2 lignes de code à copier-coller, on va dire. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on lance classiquement notre commande pour jouer nos tests. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va snapshotter mes stories. Donc on peut voir, j'ai 2 stories, il m'a donc créé 2 snapshots. Donc maintenant, si je refais une modification sur mes stories et que je supprime du coup ce bouton, on va voir que du coup ça échoue, puisque comme il l'indique ici, le bouton n'est plus là, donc il m'indique le diff, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Du coup, on peut aller un peu plus loin, on peut utiliser le specs add-on. Et qu'est-ce que ça fait en utilisant cet add-on? Tout simplement, on va retourner sur notre story ici, et là, on va ajouter notre test. Alors, le test, peu importe, c'est grosso modo, je vérifie juste si en cliquant sur la première page, ça va bien m'envoyer le payload 1. J'utilise ici Enzyme et Expect, mais grosso modo, ça marche avec toute librairie qui tourne dans un browser. Et grosso modo, si on va sur notre panel ici, normalement, ah oui, c'est pas la bonne story, puisque c'est celle-là qui est concernée, vous avez du coup les résultats des tests qui apparaissent directement dans ce panel. Donc ici, on voit l'aspect clicking on the first button, should select the first page. Maintenant, si je change mon test et que je dis, là, si finalement je m'attends à être sur la page 10, eh bien, le test va échouer et vous allez avoir directement le résultat dans le Storybook. Là, je vous montre la version browser. Le plugin effectivement explique comment aussi câbler ces tests avec la CI pour avoir les 2 modes de fonctionnement. Alors, on a développé nos composants, on les a documentés. Maintenant, à propos de la maintenance, c'est un sujet quand même important. Eh bien, en fait, avec Storybook, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé plein de petits points d'entrée qui vont vous permettre facilement de rajouter de nouvelles API, de nouvelles options, toujours dans une logique d'API first. Et même pour le debugging, comme vous avez un environnement isolé, vous avez toujours vous allez pouvoir isoler plus facilement vos bugs. Même si vos stories ne suffisent pas à démontrer un bug, vous pouvez utiliser l'environnement en combinant les composants juste pour reproduire votre bug. Ça sera toujours plus simple que quand vous êtes dans un environnement qui est évidemment plus massif. Alors pour moi, là, c'est la partie la plus intéressante de Storybook, ce sur quoi vous allez vraiment gagner. Je pense que vous êtes à peu près au courant que souvent, les problèmes qu'on rencontre quand on est développeur ne viennent pas forcément du code, ne sont pas forcément techniques, mais c'est surtout des problèmes de communication. Des problèmes de communication entre développeurs de la même équipe, entre plusieurs équipes différentes, ou entre développeurs et personnes du business. Et donc, finalement, ce que je veux vous montrer, c'est que vous allez pouvoir utiliser React Storybook pour vous aider sur ce genre de problématiques. Donc, je vais vous montrer des exemples tirés de notre projet. En l'occurrence, ici, c'est moi qui fais une pull request. Et sur nos projets Algolia, on a un setup assez cool qui, en gros, permet à chaque pull request de déployer automatiquement notre documentation et notre Storybook sur Netlify. Et de cette façon, du coup, mes collègues peuvent directement cliquer sur un lien indiqué et voir directement les modifications liées à ma pull request. Donc ça fait gagner un temps fou parce qu'il n'y a plus besoin de faire un check-out de la branche, renaître le projet localement, etc. Ça, c'est la première chose. Ça permet de faciliter un peu comme en interne. Mais ça aussi facilite la communication externe. C'est-à-dire qu'ici, c'est quelqu'un qui est extérieur au projet, qui est un de nos utilisateurs, qui vient ouvrir une issue. Donc il décrit son issue, et en même temps, du coup, il link la story. Et donc comme on peut voir, nous, ça nous permet juste en cliquant sur un lien de voir de quoi il est question, de jouer ces steps et de voir le problème.
Enfin, ça facilite aussi la communication avec nos contributeurs externes. Donc là, c'est quelqu'un qui a découvert un bug, qui fixe le bug, qui s'aperçoit qu'il n'y a pas la story correspondante, il ajoute la story, et nous, encore une fois, ça nous permet de voir de quoi il s'agit très rapidement. Donc ça, c'est ce dont nous, on a besoin au quotidien chez Algolia. Mais évidemment, vous pouvez imaginer n'importe quel workflow. Vous pouvez imaginer un workflow avec des designers, etc., etc. Encore une fois, en fonction de vos besoins. Donc, pour résumer, je vous ai montré en quoi, du coup, Storybook pouvait impacter toutes les étapes classiques dans la vie d'un développeur. Alors, pourquoi adopter React Storybook? Parce que finalement, voilà, on peut le faire autrement. Pour ça, l'add-on API. Grosso modo, ça permet à tout le monde de créer un plugin, un add-on, et de le partager avec la communauté. Et de la même façon, la communauté va vous apporter des features qui étaient manquantes au Storybook initial. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'add-ons qui existent. Là, ce sont les principaux. Ça va concerner la documentation, du design, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, donc c'est assez varié. Alors juste un petit mot, parce que le projet a eu une sorte de phase chaotique il y a quelques mois. Grosso modo, Kadira, qui était donc l'entreprise qui s'occupait de Storybook, a fermé la fin de l'année dernière. Donc pendant à peu près 4 mois, il y a eu une sorte de zone de flottement. Mais le projet redémarre, il y a toute une nouvelle équipe de mainteneurs. Et la grande nouvelle, c'est qu'on a réalisé du coup Storybook 3 il y a, je crois, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc cette release apporte des centaines de fixes, la compatibilité à Webpack 2. Et ce qui est vraiment cool avec ce projet, c'est qu'il y a vraiment eu un gros engouement de la part de beaucoup de gens. Et donc ça, c'est plutôt assez chouette, voilà, l'open source pour ça. Alors comme on n'est pas dans une conférence React, qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez pas React? Alors tout ce que je vous ai dit là peut s'appliquer. Je sais que sur Vue par exemple, ils ont VuePlay qui reprend, je crois, même l'interface de Storybook. Mais même si vous n'avez pas d'outils dédiés qui existent pour votre stack technique, faites-le vous-même, c'est pas très compliqué. Faites un site où vous allez du coup lister vos composants, les tester, et ça fera à peu près la même chose. Et en tout cas, ça vous apportera tous les bénéfices que je viens de vous décrire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure. Alors, on a le temps pour allez, 1-2 questions max très rapides. Est-ce qu'on a des questions? Oh, elle est timide. Si, là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour ta présentation. C'était super. Comment tu gères les différentes versions pour ta documentation sur Storybook? Alors, aujourd'hui, nous, en fait, sur la librairie que j'utilise, grosso modo, on n'a qu'une seule version à la fois, donc ça règle le problème. Après, dans le cas, du coup, d'avoir... ça m'est arrivé sur des projets précédents, pas en front-end, mais avec la génération de sites, tu es obligé, du coup, de générer finalement une documentation vivante par branche qui est majeure, en fait. Si tu as une version 3, 4 et 4 en parallèle, tu as le site V3, le site V4, et ils vivent de manière voilà, parallèle. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, parfait. Merci. Merci en tout cas. Merci Marie-Laure.